Le journal, Yaya Konaté. À la une de cette édition, une présence qui rassure, celle des forces armées maliennes dans la forêt du Ouagadou, forêt que squattent depuis des années les groupes terroristes. L'opération Kélétigui est en cours, vous l'entendrez, elle suscite de l'espoir dans la région de Nara et bien au-delà. Hors de nos frontières, une nuit sous couvre-feu au Burkina Faso, les écoles resteront fermées aujourd'hui et demain. La tension est vive dans le pays suite à une mutinerie de soldats dans plusieurs casernes. Ils réclament entre autres des moyens pour lutter contre les groupes djihadistes. Élections locales au Sénégal, pas encore de chiffres officiels mais des tendances qui se précisent. Dans la capitale, Barthélémy Dias annonce déjà sa victoire et en Casamance, les premières tendances donnent Ousmane Sonko vainqueur à la mairie de Ziguinchor. Dans l'actualité également, le Covid-19, l'OMS est optimiste. Le variant Omicron pourrait signer la fin de la pandémie en Europe. Toutefois, le directeur Europe de l'organisation appelle à la prudence face à un virus très versatile. Les sports, la CAN 2022 au Cameroun, le Burkina Faso et la Tunisie se sont qualifiés hier pour les quarts de finale. À suivre aujourd'hui les matchs Guinée, Gambie et Cameroun-Comores. L'actualité de la CAN, c'est dans le journal de la CAN à la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. Commençons ce journal au Cameroun. Le Cameroun qui accueille l'Afrique pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, et l'Afrique qui se mobilise pour le Mali avec cette vague de condamnation des sanctions imposées à notre pays par les instances sous-régionales. Mobilisation ce week-end de la communauté malienne vivant à Douala. C'était devant le consulat du Mali, les Maliens du Cameroun qui affichent leur soutien à la transition. Mobilisation saluée par le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne présent, vous le savez, au Cameroun pour la CAN. Je vous propose d'écouter Moussa Ag Ataer au micro de Abdul Karim Kaba. Ensemble, comme un seul homme, notre attachement indéfectible à notre pays et le soutien total aux autorités de notre pays. Chaque peuple a son histoire. C'est à elle d'assumer son histoire. Et nous, en tant que gouvernement de la transition, sous le leadership du président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, nous avons décidé d'assumer entièrement notre responsabilité. Les sanctions, l'arrêt de circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO ne sont qu'une épreuve passagère. La CEDEAO elle-même, elle est passagère, mais le Mali est éternel. Le Mali est éternel, donc il va continuer à parler avec tous ceux qui pensent avoir des problèmes avec lui, le temps que les turbulences passent. Mais je vous dis, je vous donne la bonne nouvelle, les turbulences vont passer dans quelques jours. Et nous allons rester debout. Nous allons servir notre pays en digne héritier de nos dévanciers, en digne héritier des grands empires, des grands hommes qui ont fait le Mali, de Sundiata jusqu'à Firouna Galinsar, jusqu'à Sonia Libert. Chers Maliens au Cameroun, je veux que vous soyez fiers de ce que vous êtes. Ne baissez la tête devant personne. Nous sommes un grand peuple, nous sommes un grand pays. Nous sommes une grande nation. Voilà, Moussa Ag Ataer, le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. C'est une zone presque inhabitée au centre du Mali, à la frontière avec la Mauritanie. Une forêt dense, un refuge idéal pour les malfaiteurs. Bienvenue dans la forêt du Ouagadou. Cette forêt que squattent depuis des années les groupes terroristes. L'armée malienne, y mène ces derniers temps l'opération Kélétigui. Les FAMA qui rassurent par leur présence les populations environnantes qui peuvent vaquer librement à leurs activités. Une opération qui suscite donc de l'espoir pour la population de Nara et bien au-delà, Tamsir Diabaté. Une armée républicaine à la hauteur de ses ambitions avec une solidarité dans l'épreuve. Ainsi peut-on schématiser l'opération Kélétigui. Ce format est issu de la stratégie militaire 100% FAMA. Justement, l'impact positif de cette stratégie se fait sentir dans le Ouagadou seulement à 3 mois de sa conception jusqu'à son opérationnalisation. De Dara à Bambadjou, en passant par Kola, Naouleni, Madina Silla et Bourouja, la quiétude s'installe et la confiance rétablie entre la population et son armée. Aboubakar Sidibé, gestionnaire de projet à Mourja. Depuis le début du mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, on voit quand même vraiment les militaires sont partout, ils sont vraiment motivés. Il y a beaucoup de dynamisme, il y a beaucoup de changements. En réalité, nous, on ne dormait pas ici. Mais aujourd'hui, nous, on dort bien. Ici, nous sommes à Mourouja. Premier constat, les écoles ont repris. Les commerçants qui n'avaient que 2 heures d'activité sont en mesure aujourd'hui de faire leur commerce normalement. Moustapha Doukouré, commerçant à Mourouja. Pour la sécurité de Mourouja, aujourd'hui, vraiment Dieu merci. On est bien sécurisé.
Donc maintenant, on ferme nos boutiques à partir de 20h. L'impact positif de l'opération Kélétigui dans le Ouagadougou, c'est aussi le renforcement des liens de solidarité et de fraternité entre les populations. Pour preuve, des amis qui ne se retrouvaient plus autour du thé ou sous les hangars pour causer se retrouvent désormais en toute quiétude. Soda Djara Didjango, habitant à Bourja. Nous sommes vraiment en sécurité avec le déploiement des militaires ici dans la zone de Nara. On ne dormait pas auparavant, mais aujourd'hui, Dieu merci, on va partout. Haji Bakari Sokoulé, habitant à Bourja. Maintenant, la sécurité est vraiment assurée à Mourja. En un moment, nous, on a failli abandonner notre village à cause des terroristes. Grâce à ce vent de stabilité, les travaux de la route vont très prochainement redémarrer. La sécurité n'a pas de prix, mais a un coût supporté par les autorités de la transition pour la renaissance du Bali. 7h07 à Nara, la transition du dividende numérique au centre d'une conférence du dividende démographique, au centre d'une conférence organisée ce week-end à l'université de Ségou. Plusieurs acteurs en charge des questions de développement et de population y ont pris part. Objectif affiché, contribuer à la prise en charge des défis démographiques et à l'élaboration de politiques de population tenant compte des impacts des processus démographiques. Le reportage de Fousséni Samake. Cette conférence débat sur le thème population, démographie, peuplement au Mali, relever les défis de la transition et du dividende démographique est organisée par le Centre d'études et de réflexion au Mali CRM en partenariat avec l'Université de Ségou. Elle se veut une réponse aux défis démographiques et valoriser les politiques de population visant les modifications et les impacts des processus démographiques. Professeur Ibrahim Ndiaye, secrétaire au développement du CRM. Donc ce n'est pas seulement les données au niveau national qu'il faut prendre en compte, mais dans le cadre de la décentralisation, de la régionalisation, de l'analyse des impacts sur nos différentes communautés, il faut aussi voyager à travers le pays. Le partenariat vise aussi à asseoir l'instrumentalisation des données que nous recueillons au niveau de nos structures nationales, l'Institut national des statistiques, la direction de la population, la direction de l'enseignement supérieur, ainsi de suite. Les questions-réponses vont favoriser l'analyse de la question démographique dans la région de Ségou, les enjeux socio-sécuritaires, la contribution de l'autonomisation des femmes à la réduction de la pauvreté et autres données de la Direction nationale de la population. Mamadou Namori Traoré, conférencier. Pour cette rencontre, on va débattre sur la question de la transition démographique au Mali. Ça veut dire qu'il y ait moins de gens dépendants dans l'ensemble de la population. Quelle est la tendance démographique au sein de l'Office du Niger? Quelles sont les tendances au Mali? Est-ce que les politiques qui sont mises en œuvre permettent effectivement la capture du dividende démographique? Abdraman Dambélé, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Ségou. Cette initiative conjointe sur la problématique du relèvement du défi de la transition démographique est à saluer et les résultats issus de cet espace pourront utilement être versés au débat. À noter que les centres d'études et de réflexion au Mali regroupent une cinquantaine de personnalités de structures différentes qui réfléchissent sur les enjeux de développement au Mali. Ségou, Fousséni Samake et Bassi Traoré pour l'ORTM. Hors de nos frontières, une nuit sous couvre-feu au Burkina Faso, couvre-feu de 20h à 5h30 du matin, cela jusqu'à nouvel ordre, décision prise hier soir suite à des mutineries qui ont éclaté dans plusieurs casernes. Les écoles resteront également fermées ce lundi. Demain mardi, des soldats réclament en effet le départ des chefs de l'armée et des moyens plus adaptés à la lutte contre les djihadistes qui frappent le pays depuis 2015. Des pourparlers ont débuté dans la soirée entre le ministre des Armées et les soldats mutins. Élection locale au Sénégal, pas encore de chiffres officiels, mais dans la capitale, le candidat de l'opposition, Barthélémy Dias, a déjà revendiqué sa victoire et en Casamance, les premières tendances annoncent une large victoire de la figure d'opposition Ousmane Sonko à la mairie de Ziguinchor. Les électeurs étaient appelés aux urnes hier pour élire les maires et les conseillers départementaux. C'était le premier scrutin depuis la réélection de Macky Sall en 2019. Dans un communiqué publié dans la soirée, la Sénat, la Commission électorale nationale, juge le déroulement du vote satisfaisant dans l'ensemble malgré quelques retards ou dysfonctionnements et souhaite que la publication des
résultats se tiennent dans une ambiance de parfaite démocratie. En Italie, les grands électeurs votent ce lundi pour élire le successeur de Sergio Mattarella à la présidence de la République. 630 députés, 321 sénateurs et 58 délégués des régions, soit environ 1 millier de personnes, se rendent aux urnes dans l'après-midi. L'issue du scrutin était très incertaine et pourrait faire imploser la coalition au pouvoir. Cette élection pourrait sembler une formalité puisqu'en Italie, c'est le président du Conseil qui gouverne, mais dans le contexte actuel, elle représente un enjeu majeur pour la stabilité du pays car l'Italie est l'un des pays les plus meurtris par la pandémie de Covid-19 et c'est donc l'un des principaux bénéficiaires du plan de relance européen. Le département d'État américain a ordonné hier soir l'évacuation des familles de ces diplomates en poste à Kiev et a déconseillé les voyages en Russie alors que s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles une concertation avec les pays européens jusque-là tenus à l'écart des négociations russo-américaines sur l'Ukraine. La situation en Ukraine est imprévisible, peut se détériorer à tout moment, a expliqué le communiqué du ministère américain des Affaires étrangères demandant aux familles de diplomates de quitter le pays. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, discutera en visioconférence avec les membres de l'UE à Bruxelles pour des pourparlers. Il discutera donc des pourparlers francs qu'il a tenus vendredi avec son homologue russe Sergei Lavrov. Crise humanitaire en Afghanistan, talibans et diplomates occidentaux se retrouvent autour de la table ce lundi à Oslo. La crise humanitaire donc et les droits humains, en particulier ceux des femmes, seront au centre des débats. À l'occasion de la première visite en Europe des talibans depuis leur retour au pouvoir, la délégation conduite par leur ministre des Affaires étrangères, Amir Khan Mottaki, rencontre des représentants des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, d'Allemagne, d'Italie, de l'Union européenne et de la Norvège. L'optimisme de l'OMS, le variant Omicron pourrait signer la fin de la pandémie de Covid-19 en Europe. 60% des Européens pourraient en effet être contaminés d'ici à mars 2022 selon les prévisions. Il est plausible que la région se rapproche d'une fin de la pandémie, a indiqué le directeur de l'OMS Europe, appelant toutefois à la prudence du fait de la versatilité du virus. Le président arménien Armian Sarkassian, qui a démissionné hier soir, évoquant son incapacité inhérente à ses fonctions largement honorifiques à influer sur la vie politique de son pays en ces temps difficiles. Retour ici au Mali, le grand format du jour, la cybercriminalité. C'est une activité criminelle qui cible ou utilise un ordinateur, un réseau informatique ou un appareil mis en réseau. Voilà pour la définition: fraude par email, via Internet, usurpation d'identité, vol de coordonnées bancaires, cyberextorsion, cyberespionnage, tout y passe. Quand vous menacez ou insultez quelqu'un également sur les réseaux sociaux, vous tombez sous le coup de la loi au Mali. Dans notre pays, les auteurs de ces actes encourent une peine d'emprisonnement de 6 mois à 10 ans et une amende qui oscille entre 1 million et 10 millions de francs CFA. La loi sur la cybercriminalité dans le grand format du lundi, c'est une réalisation de Bourama Traoré. À l'opposé de la bonne communication, la cybercriminalité, plus qu'un outil de propagande, est devenue aujourd'hui quelque chose dont les contours ne sont pas faciles à cerner. Bien malin est celui qui prétend détenir la clé de contrôle du phénomène. Oumar Senou est consultant juriste. La cybercriminalité, c'est l'ensemble des infractions commises dans le cyberespace à l'aide des technologies de l'information et de la communication. De façon plus explicite, on peut dire que la cybercriminalité désigne toutes les activités illégales menées à l'aide de la technologie de l'information et de la communication. La cybercriminalité ne semble épargner aucun secteur d'activité du pays, économie, politique, communication et culture entre autres. Face à son impact réel et négatif, le Mali s'est doté le 5 décembre 2019 d'une loi sur la cybercriminalité. Cette loi résulte d'une directive communautaire, la directive de la CEDEAO. C'est-à-dire que depuis août 2011, dans l'espace CEDEAO, les États ont adopté ce texte, cette directive-là. Il revenait à chaque État d'intégrer dans son ordonnancement juridique interne cette disposition. Le Mali l'a intégré dans son ordonnancement juridique que 8 années plus tard, c'est-à-dire en 2019. La loi de 2019 est motivée par le souci de répertorier l'ensemble des infractions en rapport avec la cybercriminalité. En d'autres termes, il s'agit de renforcer l'arsenal pénal actuel, selon Oumar Senou, consultant juriste. Par exemple, la falsification des données informatisées, ce n'était pas régi par le code pénal. L'usage des données falsifiées par le biais des technologies de l'information et de la communication. L'obtention d'avantages frauduleux, lorsque vous trichez au niveau des retraits, au niveau d'une banque par exemple,
Lorsque vous utilisez donc l'outil technologie, information, communication, ce n'était pas réglementé. La production, l'importation, l'exportation d'images à caractère pornographique. Certes, c'est dans le code pénal, mais lorsque vous passez par le biais de cette technologie-là, donc ça devient une infraction relevant de la cybercriminalité. Tout comme les insultes et menaces qui sont légion aujourd'hui au Mali. Pourtant, ce comportement asocial est sévèrement sanctionné par la loi actuelle. Les menaces et les insultes faites par le biais d'un système d'information avec des sanctions allant de 6 mois à 10 ans d'emprisonnement. Ça, c'est les articles 21 et 22. Et une amende oscillant entre 1 million et 10 millions de francs CFA, ou bien les deux en même temps. On peut dire, par exemple, vous avez la photo de quelqu'un en mauvaise posture. Vous mettez ça sur le net, vous faites chanter la personne. Ah, j'ai cette photo, si vous n'agissez pas dans tel sens, si vous ne me donnez pas tel montant, je suis prêt à mettre cette photo sur le net. C'est du chantage électronique. La loi a prévu ce qu'ils appellent le négationnisme. Ce n'est pas un terme politique, c'est un terme juridique. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont juridiquement prohibées, socialement même prohibées, que les gens justifient. Par exemple, le terrorisme. On ne peut pas justifier le terrorisme. Les actes de rébellion, on ne peut pas justifier la rébellion. Mais il y a des gens qui, par voie de presse ou par voie audiovisuelle, justifient ce genre de comportement de certains terroristes, certains djihadistes. C'est ce qu'on appelle le négationnisme. Ça, c'est puni également par la loi sur la cybercriminalité. Il y a également les infractions relatives aux publicités par voie électronique. Par exemple, l'article 55 et 56 condamnent la diffusion publique de tout imprimé, tout écrit, dessin, affichage, gravure, peinture, photographie, film ou cliché, matrice ou reproduction photographique, emblème ou tout objet ou image contraire aux bonnes mœurs. Et les sanctions vont de 6 mois à 7 ans d'emprisonnement et une amende entre 500 000 et 10 millions de francs CFA ou les deux en même temps. L'autre ligne rouge à ne pas franchir, c'est l'atteinte à la défense et à la sécurité nationale. Contre les auteurs de la remise en cause de ces questions existentielles et vitales, le législateur prévoit de lourdes sanctions, comme nous l'explique Oumar Sinou, consultant juriste. La défense et la sécurité, c'est régi par les articles 62, 63 et 64 de la loi sur la répression de la cybercriminalité. Précisément, celui qui porte atteinte à la défense et la sécurité, par rapport à ces 3 articles que je viens de citer, encourt la réclusion criminelle à perpétuité, si c'est par voie de presse. Même si vous regardez la loi sur la communication de 1999, l'article 4 de cette loi dit que lorsque la sécurité publique ou la défense du territoire du Mali l'exige, le gouvernement peut, pour une durée limitée, réquisitionner tous les réseaux de communication établis sur le territoire du Mali, ainsi que les équipements qui y sont connectés, ou interdire la fourniture du service de télécommunication. En temps de guerre, par exemple, ou lorsque la situation est trouble, on coupe Internet. Les gens disent « Ah, on a commencé ». Mais c'est réglementé. Bien que le texte soit adopté pour réglementer le secteur d'éthique au Mali, certains y voient une atteinte à la confidentialité de la communication. Confidentialité garantie d'ailleurs par l'article 6 de la Constitution du 25 février 1992. Sur le sujet, le juriste a une autre lecture. Lorsque vous portez atteinte par le biais de l'Internet ou bien des réseaux sociaux à la dignité, à la personnalité d'un individu, il faut que l'individu puisse réagir et donc il puisse se défendre parce que vous avez porté atteinte à son honorabilité. Ce qui est du reste normal. Vous ne pouvez pas, sous couvert de la confidentialité, dire « je ne peux pas découvrir ». Non, vous avez déjà porté atteinte à un droit, c'est de cela qu'il s'agit et c'est qu'il faut réprimer. Réprimer car une loi n'a de force que lorsqu'elle est effectivement et rigoureusement appliquée. Celle contre la cybercriminalité doit l'être plus dans le contexte actuel du Mali. Là, je devrais insister sur cet aspect au niveau de la loi sur la cybercriminalité. Sont exclus du champ d'application de cette loi l'État, les collectivités et les établissements publics. Par contre, toutes les autres personnes morales peuvent être concernées par l'application de la loi. Parce que les cyberdélinquants ou les cybercriminels, ça se retrouve au niveau des individus, au niveau des groupements associatifs, au niveau même des institutions qui sont souvent appuyées par des gouvernements. Dans toute société, l'insulte n'est pas tolérée, l'injure n'est pas tolérée. Mais comment voudrons-vous en faire une norme? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible car la cybercriminalité est une antivaleur, un poison qui ronge les fondements d'une société. Alors, faut-il repenser Internet et les réseaux numériques de communication comme un véritable territoire à sécuriser?
7h20, les sports, la Tunisie et le Burkina Faso filent en quart de finale de la CAN 2022 au Cameroun. Le Burkina Faso qui a éliminé 1-1, 7-6 au tir au but. Le Gabon au stade de Limbé au terme d'un match ouvert et plein de suspense. Première qualification des étalons pour les quarts de finale. Dans la soirée, la Tunisie a également décroché son ticket en venant à bout 1-0 du Nigeria dans le choc des huitièmes de finale. Un revers synonyme d'énormes désillusions pour les Super Eagles, présentés comme favoris à la victoire finale à suivre aujourd'hui. Guinée, Gambie et Cameroun-Comores respectivement à 16h et 19h. Les développements dans le journal de la CAN, c'est tout à l'heure avec Koji Sibi. Le rappel du de cette édition, une présence qui rassure, celle des forces armées maliennes dans la forêt du Ouagadou, forêt que squattent depuis des années les groupes terroristes. L'opération Kélétigui en cours suscite de l'espoir dans la région de Nara et bien au-delà. Hors de nos frontières, une nuit sous couvre-feu au Burkina Faso, les écoles resteront fermées aujourd'hui et demain. La tension est vive dans le pays suite à une mutinerie de soldats dans plusieurs casernes. Ils réclament entre autres des moyens pour lutter contre les groupes djihadistes. Élections locales au Sénégal, pas encore de chiffres officiels, mais des tendances qui se précisent. Dans la capitale, Barthélémy Dias annonce déjà sa victoire et en Casamance, les premières tendances donnent Ousmane Sonko vainqueur à la mairie de Ziguinchor. Dans l'actualité également, le Covid-19, l'OMS est optimiste, le variant Omicron pourrait signer la fin de la pandémie en Europe. Toutefois, le directeur Europe de l'organisation appelle à la prudence face à un virus très versatile. Les sports, le Cameroun, la CAN Cameroun 2022, le Burkina Faso et la Tunisie sont donc qualifiés hier pour les quarts de finale. À suivre aujourd'hui les matchs Guinée, Gambie et Cameroun-Comores.